Animé News. Salut à tous, c'est Alex, je vous remercie de nous suivre sur Generic Kids pour Anime News. Il est l'heure en effet de votre rendez-vous hebdomadaire avec le manga et l'animation japonaise. Une nouvelle formule au menu de ce 188e Anime News, une interview en fin d'émission. Nous retrouverons Yvan West-Laurence, nous l'avions rencontré lors de la Japan Touch au printemps dernier. Toujours notre partenariat depuis la semaine dernière avec sunup.tv. Vous pourrez retrouver le replay vidéo d'Anime News 188 sur Sunup ainsi que sur Generic Kids bien entendu. Et puis les chroniques manga pour commencer avec Kana, Delcourt, Panini et Soleil Manga. Il sera aussi question de dessins animés et de télévision avec la chaîne No Life. Pour démarrer, rien de tel qu'un bon petit moment de délire avec Kana Manga. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un manga qui n'est pas japonais mais français. Il est signé par Elsa Brands. Son titre, Save Me Pity. C'est le premier tome d'une fresque, une aventure historique, une aventure proche de l'Odyssée de la Grèce antique. Y a-t-il un oracle pour sauver le héros ? C'est un peu comme ça qu'on peut résumer ce manga absolument délirant. Pity est belle, elle est jeune, elle est au service d'Apollon, mais voilà, elle va refuser ses avances, c'est pourquoi le dieu courroucé va lui infliger un sortilège. Dorénavant, Pity pourra prédire l'avenir comme un oracle, mais voilà, personne ne voudra la croire. C'est le début de catastrophes en série pour Pity et pour celui qu'elle va seconder, Xanthe, qui n'est autre que le fils caché de Zeus. Catastrophe et humour sont au programme. Vous allez lire d'une seule traite Save Me Pity, tout simplement parce qu'on se prend dans l'action, on se prend dans les facéties de Pity et de tous les personnages, notamment cette espèce de petit poulet qui nous évoque un peu Gugu Ganmo, qui est absolument rigolo, pas forcément charmant. Il s'agit en fait de Zeus. On rencontre pléthore de personnages de la Grèce antique, des dieux, des héros, des nymphes, tout ce qu'il faut pour nous amuser, pour nous cultiver également, puisqu'à la fin du manga, l'auteur Elsa Brands nous offre un petit lexique justement de tous ces personnages. On a même un arbre généalogique, tout ça toujours avec beaucoup d'humour. Le dessin est frais, il manie avec élégance et brio tous les caractéristiques et les mimiques des mangas faits au Japon. Save Me Pity n'a pas à rougir de la comparaison avec des mangas japonais maniant l'humour avec brio. Je pense à la petite Olympe et les dieux par exemple, et puis une petite note toute particulière pour le personnage de Cassandre qui vous évoquera certains persos de Ranma 1/2. Save Me Pity tome 1 signé par Elsa Brands, c'est à découvrir de toute urgence chez Kana, et j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que c'était disponible à partir du 20 juin. Chez Delcourt, à présent, Lily la menteuse poursuit son petit bout de chemin. Le 14 mai est sorti le volume 0. Mais pourquoi le volume 0, me direz-vous, alors que le volume 9 est sorti en février ? Eh bien, tout simplement parce que ce tome nous permet d'approfondir certains personnages, tout ce que vous avez toujours voulu connaître sur les héros de Lily la menteuse, les petits secrets, vous les apprendrez dans ce volume 0, toujours signé par Ayumi Komura. Des scoops en pagaille, notamment les circonstances de la rencontre des jumelles Nico et Amy et de leurs amoureux, les jumeaux Rui et Ryo. Des tas d'autres histoires sur les personnages attenants à Lily la menteuse, et notamment la version one-shot du manga de l'histoire Lily la menteuse qui a permis à l'auteur de se faire connaître et ensuite d'embrayer sur le manga que vous connaissez et qui en est déjà à son 9e tome. Ce shoujo n'a pas fini de vous surprendre, plongez-vous dans l'adolescence, dans les tourmentes de nos sentiments avec Lily la menteuse, l'auteur de J'aime les sushis, par ailleurs édité chez Belcourt. C'est Ayumi Komura
C'est parfait pour l'été qui s'annonce. Lily la menteuse volume 0, c'est disponible depuis le 14 mai chez Delcourt. Un très bel ouvrage à présent, toujours chez Delcourt, Harfang, un récit complet, un one-shot signé par une Française, Aurore, une passionnée de manga. On reconnaîtra bien sûr les personnages typés japonais dans son graphisme, sublime graphisme, tant dans les personnages que dans le mouvement des cheveux, des drapés et aussi dans le graphisme du décor. La chouette Harfang possède une élégance et une prestance naturelle, son vol est gracieux, autant dire que le titre de cette BD lui sied à merveille. À quelques jours de leur mariage, les deux jeunes gens, les deux protagonistes de cette histoire, Lynette et Bran, vont se promener en forêt, mais voilà, la jeune fille, Lynette, va être capturée par une sorcière. Le héros Bran va tout faire pour pouvoir sauver sa bien-aimée, certainement au prix de sa vie. À vous de le découvrir dans la suite de cette histoire délicate, élégante, pleine de bravoure, un conte de Grimm revisité version héroïque fantasy à mi-chemin entre le manga et la BD franco-belge. Quoi de plus beau finalement pour allier deux pays et deux univers. Aurore, vous la connaissez à travers son dessin depuis 2006 en effet. C'est elle qui illustre les affiches de la Japan Expo, on la retrouvera encore cet été. On se fait donc une joie de découvrir ce titre, Harfang, donc, qui est disponible depuis le 4 juin chez Delcourt. Un grand merci donc aux éditions Delcourt de nous avoir permis de découvrir Harfang sur papier, puisque cette web-série a obtenu un immense succès sur le web, donc, mais en version noir et blanc. C'est donc un bonheur de découvrir de majestueuses couleurs. Le tout dans un format de BD franco-belge. Depuis le 11 juin, c'est l'aventure chez Panini avec Blue Blood Gears, premier tome d'une série en 6 volumes et d'un prince, un prince qui va devenir un véritable renégat. Ce manga est signé par Kohei Hanao. Nouvelles technologies, vengeance sont au programme de ce titre que je vous chroniquerai très prochainement. Blue Blood Gears, signé par Kohei Hanao. Tome 1, c'est chez Panini depuis le 11 juin. Suite et fin de mes chroniques de chez Soleil Manga, du shoujo, en veux-tu en voilà, notamment avec Happy Project. Je vous avais chroniqué le tome 1 il y a quelques semaines. Ça devient de plus en plus corsé, de plus en plus serré avec ce tome 2. Je vous rappelle le principe du Happy Project, nous sommes au Japon et chaque année, afin de promouvoir le mariage, le gouvernement japonais organise la Happy Project où des jeunes âgés de 18 ans qui ne sont pas encore mariés sont répartis en petits groupes mixtes, 3 filles, 3 garçons, pour se rencontrer et se marier. Et gare à celui ou à celle qui ne trouvera pas chaussure à son pied puisque la misère sociale lui est promise. Imbroglio et manipulation sont le fer de lance de ce titre rondement mené. Il est signé par Hirokazu Ochiai. Et dans ce tome 2, notre héros Sota n'est pas aussi quiche qu'il y paraît, puisque à la fin du tome 1, il avait quand même percé à jour Cotonné, qui n'est pas aussi douce et pure qu'elle ne le semblait. Des personnages ont donc été exclus du groupe, d'autres rentrent, et un mystère plane autour de Haruka, cette star ultra populaire au Japon qui est l'égérie du Happy Project et qui fait partie du groupe de Sota. Secret, manipulation, tactique, voici ce qu'est le Happy Project, dénué par certains personnages de tout humanisme, mais heureusement d'autres cherchent vraiment l'amour et vraiment le bonheur. Alors, Happy Project ou Un Happy Project, je vous invite à découvrir ce tome 2 où tout s'accélère et où comprendre l'autre et arriver à le sonder devient de plus en plus primordial. Happy Project, c'est un shoujo qui sort de l'ordinaire, où le superficiel côtoie l'essentiel. On en revient toujours à la même chose, l'amour nous fait avancer. Attention, il va vous falloir le savourer, ce tome 2 est d'ores et déjà disponible chez Soleil Manga, et le tome 3, l'avant-dernier tome de la série,
sera disponible en octobre. Parlons télévision à présent et dessin animé avec la chaîne No Life. 2 points à préciser sur No Life, la diffusion, l'arrivée du dessin animé Free pour commencer, une série sur la natation et une série qui plus est, qui est brillamment mise en scène et brillamment animée. Free, c'est un dessin animé en 12 épisodes que l'on a découvert sur Crunchyroll en octobre 2013. C'était le 30 octobre. À présent, elle est diffusée donc sur la chaîne No Life depuis la semaine dernière. Alors, ne la manquez pas, d'autant plus qu'elle est assez courte, 12 épisodes, je vous l'ai dit. Et une saison 2 est en préparation. Elle débutera cet été au Japon. C'est une série réalisée au sein de Kyoto Animation et d'Animation Do, de studios donc, réalisé par Hiroko Utsumi. 2 jeunes gens, vous êtes au lycée, vous êtes aux côtés de Haruka, donc un jeune homme qui retrouve ses camarades d'enfance. Avec eux, il pratiquait la natation au sein d'un club en primaire, mais les choses ont changé depuis que Rin, l'un des protagonistes, est revenu d'Australie. Autant dire que la rivalité est dans l'air, ou est plutôt dans l'eau, avec donc tous ces jeunes gens qui nagent brillamment, quoique. En effet, pour reformer le club de natation, 3 membres ne suffisent pas. Il va falloir en trouver un 4e et on peut dire qu'il n'est pas des plus doués. Je vous laisse découvrir cette série au graphisme éblouissant, animation et mise en scène impeccable. Un bonheur donc de retrouver un dessin animé sur la natation. C'est donc diffusé sur No Life plusieurs fois par jour, 17h30, 18h30, 21h30 et puis rediffusion en paquet le dimanche après-midi de tous les épisodes de la semaine. La seconde raison pour laquelle je tenais à vous parler de No Life aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il faut soutenir cette chaîne. Vous le savez, les revenus publicitaires ne sont pas forcément suffisants pour faire vivre une chaîne. Preuve en est, No Life est gratuite sur tous vos bouquets de télévision. Elle peut être payante si vous vous abonnez à Noko. Noko, c'est une plateforme, c'est une extension de No Life qui vous permet de visualiser en replay les séries et émissions de No Life. Il y en a énormément et cela vous permet aussi de découvrir d'autres catalogues comme celui de Wakanim par exemple. Pour soutenir la chaîne qui en a grandement besoin et qui le mérite vraiment, tout simplement, il vous faut vous abonner à Noko. En plus, il n'y a aucun engagement et ça vous permet de revoir les émissions et séries que vous souhaitez au moment où vous le désirez. C'est également une très belle manière de soutenir le travail et les journalistes sur cette chaîne qui se battent chaque jour pour vous faire découvrir des contenus très variés et des points de vue différents. Pour tout cela, rendez-vous donc sur nolife-tv.com. Je compte sur vous. Pour terminer ce 188e Anime News en beauté, nouvelle formule, je vous propose une rencontre. Et quelle rencontre ? Il s'agit de Yvan West-Laurence pour débuter. Il est le co-auteur avec Gersand Bolut du livre Big Bang Anime édité chez Omake Books. Yvan West-Laurence a été le premier rédacteur en chef du magazine Animeland en 91. À l'époque, c'était un fanzine. Il a été témoin du Big Bang de l'animation japonaise en France. Il nous livre ses souvenirs et ses critiques sans langue de bois, mais avec grande lucidité. C'est à l'occasion de la Japan Touch Haru au printemps dernier à Lyon que nous avons pu le questionner. Bonjour Yvan. Bonjour Alex. Bienvenue dans Anime News. Merci de nous accorder ce petit entretien. On va parler bien sûr de Big Bang Anime, ton ouvrage, coécrit avec Gersand Bolut. Et publié chez Omake Books. Tout à fait. Ma première question va être très simple. Pourquoi avoir écrit Big Bang Anime ? Quel est le but ? Le but, c'était de rendre hommage à une période que les plus jeunes n'ont forcément pas connue, qui est les tout débuts du manga et de l'explosion de l'animation japonaise en France. Je ne parle pas nécessairement de toute cette polémique qui a grandi autour de Goldorak et ses suiveurs à partir de 78. Mais très clairement le début des années 90, avec l'arrivée d'Akira en manga, Akira en film et au cinéma. Et ensuite, cette explosion, démographique de manga à partir de 93
chez de nombreux éditeurs qui sont nés sur cette période-là. Sur cette même période est né un fanzine que j'ai lancé avec des amis qui s'appelle Animeland, qui est devenu magazine en 1996 et qui cette année, là, ce mois d'avril 2014, ici à Lyon, à Japan Touch, Animeland en fait pourrait très bien fêter ses 23 ans. Puisque Animeland est né, le premier numéro est né en avril 1991. Voilà, donc c'était la volonté était de rendre hommage à cette période-là et de faire le point sur le Big Bang de cet intérêt qu'a apporté le public français sur l'animation japonaise et le manga, mais pas que. Alors, mais pas que, justement, qu'est-ce qu'on a derrière ? Derrière beaucoup de centres d'intérêt qui me concernent, mais qui concernaient aussi mine de rien pas mal de mes amis à l'époque, il y a donc presque 25 ans, à savoir les produits dérivés, qui étaient presque indissociable de notre intérêt pour le manga, l'animation japonaise, les vidéos, les laserdiscs, les CD, les artbooks, enfin voilà, tous les produits dérivés qu'il pouvait y avoir autour d'un sujet qui nous intéressait. Certains se limitaient au Chevalier Zodiac, d'autres à Dragon Ball. Moi je m'intéressais surtout aux robots. Oui, je te sais fan de science-fiction, de robots, de maquettes. Mais j'aime en fait tout ce qui est, moi ce que j'appelle les mondes de l'imaginaire. Voilà, tout ce qui n'est pas nécessairement lié à la réalité, quoique je m'intéresse aussi énormément à l'histoire, pas forcément à la géopolitique, mais la géographie. Enfin bon, il y a beaucoup de sujets, j'allais dire scientifiques, qui m'intéressent, mais si ça peut être de la science-fiction, c'est pas mal non plus. Donc voilà, c'est énormément de choses qui étaient des objets de passion de l'époque, et je me rappellerai toujours de l'année 1990 quand j'ai rencontré pour la première fois Olivier Fallet. Où dès qu'on a parlé ensemble, j'ai découvert quelqu'un qui était désireux de trouver certaines bandes originales ou des disques pour son émission. La grande part des TV. Voilà, exactement. Et il me semble d'ailleurs que tu as collaboré sur le dossier robot à l'époque. Oui, tout à fait. Mais il y avait aussi Cédric Littardi qui avait apporté énormément. Mais quand je l'ai rencontré, en fait, la deuxième fois qu'on s'est baladé en ville avec Olivier, je l'ai amené chez tout un tas de disquaires que je connaissais et je me rappellerai toujours, j'avais acheté pour 25 misérables francs le 33 tours des Cités d'Or, Bomber X, des trucs comme ça. Lui, il avait acheté tout un tas de trucs. Et puis, il était allé avec moi, évidemment, mais je crois qu'il connaissait déjà Junku. Il avait commandé à l'époque ses premiers CD, ça passait en boucle sur la radio, je crois. C'était Anime Sanzuchi, donc c'est-à-dire les Trois Mousquetaires. Oui. Il y avait aussi le double CD de Krimi. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. De toute façon, il y avait tellement peu de choses disponibles et difficiles à trouver que de toute façon, forcément, on trouvait des gens qui avaient sinon les mêmes centres d'intérêt, sinon s'en rapprochaient. Et du coup, moi qui suis assez curieux, je me suis toujours intéressé à ce qui intéressait les autres aussi. Et voilà, ça explique peut-être aussi beaucoup pas ma facilité, mais mon engouement à partager mes passions et à faire rencontrer les gens passionnés entre eux. Voilà. Et là, je sors un peu je m'écarte un peu du sujet principal de cet entretien de Big Bang Anime, mais je me dis que finalement, que pour des gens comme toi ou comme Olivier Fallet, vous avez connu une époque où c'était très difficile d'avoir des produits dérivés. Est-ce que du coup, c'est pas un peu blasant aujourd'hui de voir finalement qu'en venant dans une convention, on a pléthore de produits dérivés, on a finalement tout ce dont on pourrait rêver? Est-ce que c'est pas un peu frustrant? Non, je suis heureux pour les autres. Maintenant, de toute façon, ils n'auront jamais connu la même époque. Et puis, surtout, nous, c'était pas les mêmes prix. Oui, en plus. J'ai vu tout à l'heure des produits Goldorak qui sont à plusieurs centaines d'euros. Je suis désolé, moi, à l'époque, un Goldorak Mattel 1978-79, même complet, j'aurais pas mis plus de 10 ou 20 francs trouvé en brocante, alors que là, en loose, les gens le vendraient forcément plusieurs centaines d'euros. Mais c'est normal. L'objet a maintenant plus de 30 ans. Donc tout est relatif et moi je suis au contraire heureux que les nouvelles générations, les jeunes générations peuvent trouver ça notamment plus facilement dans certaines boutiques, dans les conventions, mais aussi sur le net, pour certains produits numérisés on va dire. Donc simplement la façon d'aborder le produit est forcément différent. Les gens sont peut-être plus capables non pas d'avoir du recul, mais de savoir ce qui leur plaise vraiment
et ils sont tout aussi passionnés mais différemment. C'est-à-dire que le produit qu'ils aiment, ils vont le consommer rapidement et goulûment et ils vont aller jusqu'au bout de leur truc, jusqu'à passer peut-être, enfin je l'espère, à autre chose. C'est dans l'air du temps de toute façon, de consommer rapidement. Mais j'ai l'impression sincèrement que les monomaniaques d'une série ou d'un titre, c'est fini ça. Avant on avait des monomaniaques d'Evangelion, de Dragon Ball, des Chevaliers du Zodiaque, voilà, mais maintenant j'ai l'impression qu'en fait les gens passent gentiment d'un truc à un autre en sachant qui a fait quoi ou quand, comment, pourquoi ils aiment. Ah bah là c'est le même auteur des musiques, là c'est le même chara designer, ah bah là c'est le même auteur de manga. Ça, si je puis me permettre, c'est un peu grâce justement à vous, à Animeland. C'est Animeland qui les premiers a mis en avant certains artistes. Moi j'ai entendu parler d'Akemi Takada au départ sur Super Loustic, sur Animeland, pareil pour Takeo Watanabe, d'autres artistes anciens et puis plus récents finalement. C'est vous qui avez aidé à ça? On a aidé à l'effort de guerre, mais je ne saurais affirmer qu'on est les seuls ou les premiers à avoir fait. Il y a beaucoup d'autres supports qui l'ont certainement fait, mais simplement, effectivement, à Animeland, même en période fanzine, se vendait bien. Et malgré quelques couacs, puisque je faisais ça au début pratiquement tout seul pour la distribution en boutique ou en abonnement. Après j'ai été aidé, ça allait beaucoup mieux, surtout quand on a plusieurs centaines d'abonnés en tant que fanzine, ça aide d'avoir de l'aide. Mais non, disons qu'on a largement contribué à propager la bonne parole. Et pour en revenir à Big Bang Anime, donc on peut assurément dire que finalement c'est un témoignage d'une époque, et en plus d'une époque charnière, époque à laquelle, moi je me souviens d'une VHS, La Légende de Lemner, où c'était un trésor parce que c'était une des premières OVA qui était distribuée comme ça, sous la première en sous-titré français. C'était une époque où on a vu, tu l'as très bien dit, la naissance des mangas traduits en français. Donc finalement, Big Bang Anime, c'est un témoignage de tout ça, de cette charnière. Exactement. C'est toute cette période-là, début des années 90, tous les débuts. Et tu y abordes aussi vos méthodes de travail, parce que j'ai cru comprendre que les conditions de travail sur tel ou tel numéro étaient parfois difficiles, des temps très resserrés pour sortir un numéro. Plus pour la période magazine que pour la période fanzine, hein. Si j'avais pas le temps ou si on était en retard en fanzine, on me le reprochait souvent, bah tant pis, c'était pas un bimestriel, c'était un trimestriel, et puis voilà, quand on bosse ou quand on a une vie, faut pas se laisser bouffer la vie par son fanzine, aussi passionné qu'on soit. Et puis quand il est pas possible de sortir un truc à temps, on fait avec, et voilà. D'ailleurs c'est ce qui a poussé certaines personnes à me prouver qu'ils étaient capables de faire mieux. Certains y ont réussi, d'autres non, mais ça m'a permis de gentiment obtenir de l'aide, qui pour la maquette, qui pour la mise en page, donc qui pour traiter les images, faire les textes tout simplement, les mettre en page, les traduire, lapsus révélateur, les corriger. Voilà, donc le meilleur moyen quand on a des critiques négatives mais qui se veulent constructives, c'est de dire écoute, si tu peux faire mieux, je t'en prie, montre-moi comment faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quasiment tous appris sur le tas. Et là encore, là du coup c'était pas les sujets passionnés qu'on partageait, mais c'était des connaissances qu'on mettait en commun pour pouvoir faire en sorte qu'un numéro sorte en tas. Voilà. Et on ne comptait pas nos heures de sommeil perdues, nos nuits blanches. Et je le rappelle, sur cette période-là, quand j'ai lancé Animeland, je bossais, mine de rien. Enfin, au tout début, j'étais au chômage, mais après, je bossais et j'avais 8 heures de boulot dans le nez. Mais je ne vais pas en tirer fierté parce que même encore maintenant, quoi qu'il n'est plus maintenant le gérant, mais Tibor Clairdouet, qui est encore à Animé Manga Press et donc forcément à Animeland, il a entre guillemets un vrai boulot et le reste du temps il le passe à Animé Manga Press. Donc ce temps-là n'est pas révolu de passer son temps libre entre guillemets à faire des choses comme ça.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre collaboration, brièvement, sur le manga Candy, puisque je sais que l'association Animart et que justement les personnalités d'Animeland comme toi ont participé à ce manga de Candy traduit en français. Alors moi directement non, mais mon bras droit de l'époque, David Schmidt, oui. Et surtout il faut savoir qu'à l'époque Tokyo Business Consultant, TBC, qui représentait les intérêts de Toei en France à l'époque, une boîte japonaise, avait déjà sorti 4 volumes de Candy. Et il leur fallait sortir les 3 derniers, à savoir les volumes 5, 6 et 7. Et je ne sais pas pourquoi, ils avaient contacté Cédric Pitardi et Grégoire Parcollet pour terminer ces volumes-là. Et puis tant qu'à faire, si je me rappelle bien, ça devait être l'été 92, un truc dans ce genre. Et donc on avait genre 2 mois pour le faire. Moi je m'y suis refusé parce que c'était une commande professionnelle adressée à une association. Et même si on nous disait voilà, on vous remerciera en vous laissant le matériel acheté pour l'occasion quand vous avez travaillé dessus, c'est-à-dire qu'au lieu d'être payé, on gardait le matériel qui avait servi à travailler les planches, et notamment une superbe imprimante laser qui à l'époque coûtait entre 25 et 35 000 francs. C'était quand même une belle somme pour une jeune association comme la nôtre. Et il a fallu en plus quand même apprendre à faire cette adaptation-là. Moi, je me suis refusé à y travailler parce que, j'avais autre chose à faire. Et d'autres, je me disais, ça sent un peu le coup fourré. D'autres personnes se sont quand même mis sur les rangs pour travailler dessus. Ont appris avec Grégoire Parcollet à adapter à leur sauce ces planches originales japonaises pour les mettre en français. Ils ont fait un travail formidable. C'est les premiers à avoir utilisé un ordinateur. En plus, à l'époque, c'était un vulgaire Amiga pour faire les textes en français et taper dessus avec une police de caractère qui ressemblait à une écriture à la main, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, tout ce qui avait été fait jusque-là et jusqu'avant, dans ce temps-là, c'était fait à la main. Les textes étaient faits à la main. Donc il y avait beaucoup de nouveautés à ce niveau-là. Et il s'est avéré qu'en fait, ça s'est assez mal passé parce que il y a eu beaucoup de tensions dans le groupe, mais les volumes en question sont bel et bien sortis. Grégoire et d'autres ont effectivement bien appris sur le tas sur la façon d'adapter les volumes en question. On ne le savait pas, mais on a fait quand même un petit record, adapter tous ces volumes-là alors qu'on n'avait rien fait à l'époque de semblable en même pas 2 mois, c'était quand même pas mal. Et mine de rien, suite à tout cela, suite à ces dissensions, mon ancien bras droit, donc David, a quitté l'association, un peu dégoûté par l'ambiance que ça avait mis. Un peu par ma faute. Mais du coup, ces connaissances qu'il avait eues, il les a partagées avec une boîte bien connue qui est Glénat. Et j'ose dire dans le bouquin qu'a priori pour moi c'est ce travail sur Candy qui a permis à Glénat d'apprendre à adapter d'eux-mêmes directement du japonais vers le français, alors qu'avant tout ce qui était sorti jusqu'en 93 chez Glénat, de 90 à 93, tout ce qui était sorti était venu en fait des États-Unis. Que ce soit Akira, Appleseed, peut-être même les débuts de Ghost in the Shell, Gun, etc. Tous ces trucs-là avaient été négociés avec les Américains et les planches obtenues par, je crois, le studio Proteus. Et donc ça ne venait pas directement du Japon. Et par contre, quand ils ont signé les droits avec Shueisha pour obtenir Dragon Ball et l'adapter directement en France parce que ça n'avait pas été édité aux États-Unis, il leur fallait trouver un moyen de le faire en français et, si possible, rapidement, efficacement et pour pas cher. Pour surfer sur le succès Dragon Ball Z de l'époque. Succès auquel personne ne croyait. Donc là, je dis chapeau à Glénat, puisque Dominique, le directeur éditorial de toute la ligne manga de l'époque, a convaincu son patron de se lancer là-dessus, mais que ce soit Glénat ou Abe, à l'époque, en 93, les gens prétendaient que Dragon Ball Z, ça ne marchait pas. Et il faut le savoir. Avec du recul, c'est simplement hallucinant. Mais en attendant, c'est comme ça que Dragon Ball est sorti et a le succès qu'on connaît. Donc c'est pas tant surfer sur un succès, c'est que simplement Dominique, lui, il a bien vu ce qui marchait dans la tête des jeunes de l'époque en France, ce qui marchait à la télévision. Et ce qui est dingue, c'est de se dire que aussi bien sa boîte que AB Productions qui diffusait ça sur TF1 n'y a vu que du feu.
Voilà. Dragon Ball qui en plus est resté une valeur sûre puisqu'on voit la Perfect Edition en ce moment qui se vend très bien chez Glénat. Je crois qu'ils en sont à 6 éditions différentes. Ça va. Voilà, donc correct. Tranquille. Heureusement, depuis, ils ont fait mieux. Mais là encore, c'était les débuts. Et donc du coup, que ce soit les onomatopées autocollantes qu'ils ont mis un peu partout, ce qui explique les sploufs, plurfs et autres bruits bizarres qui n'ont rien à voir avec les onomatopées originales, et les fameux textes dans les bulles ont été faits informatiquement, ce qui était une nouveauté pour l'époque. Donc c'est typiquement ce genre d'anecdotes, de témoignages qu'on retrouve dans Big Bang Anime, toute cette époque-là qui a permis finalement à ce qu'on a aujourd'hui. Largement contribué en tout cas, oui, effectivement, à développer ce marché maintenant florissant. Maintenant, si certaines personnes prétendent que c'est faux ou que je vois les choses différemment, je dirais très modestement que c'est par mes yeux que je partage mes souvenirs, et si ça diffère des souvenirs des autres, c'est pas grave, parce que dans le bouquin aussi je laisse la parole à d'autres personnes qui partagent avec nous donc leurs souvenirs à eux, d'autres témoignages, d'autres visions, et, c'est complémentaire et c'est tant mieux, c'est le meilleur moyen d'obtenir quelque chose d'objectif. Je ne prétends pas avoir la vérité vraie, je ne prétends pas avoir la seule connaissance sur cette période-là, mais je partage volontiers les anecdotes que j'ai à dire sur cette période, et je pense que c'était le moment, presque 25 ans plus tard. Oui, ça donne un bon recul. Et ça nous permet de voir à travers différents points de vue, effectivement, des points de vue de personnes qui ont vécu de l'intérieur ces moments forts. Et oui, en plus j'ai fait en sorte d'avoir j'aurais pu en avoir beaucoup plus, mais on a manqué un petit peu de temps avec Gersand, mais on a 12 personnes qui témoignent là-dedans, donc on a notamment Olivier Fallet, on a Cédric Littardi, on a Ilan Nguyen, Pierre Giner, Buntavis Villet, on a aussi d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Animeland, mais Gérald Galliano qui a largement contribué au développement et qui a vécu l'évolution des salons et des conventions. Il est un peu plus jeune que nous. Et puis il y a mon ami Erwan Levexier, qui était le rédac-chef de 10e Planète, qui est un magazine qui m'a aussi également apporté énormément sans que j'en sois le rédacteur en chef. Voilà, donc tous ces éléments-là font que, je pense, on a quand même une bonne portion de ma vie qui est ainsi exposée au public, et que je partage volontiers pour rappeler aux gens ce qu'il en était. Voilà, sans prétention aucune, et certainement sans dire c'était mieux avant. Non, mais simplement, les choses sont rarement sues, et là il fallait que ça sorte. Ça, c'est le moment d'un bilan et puis d'un regard plus détaché, plus apaisé aussi. Le meilleur moyen surtout de passer la page, c'est idiot, mais de découvrir les nouveaux chapitres à développer sur ces passions qu'on a contribué à développer en France, et qui n'en sont qu'à leur début, mine de rien. Et parmi tous ces souvenirs, pour terminer, j'aimerais savoir quelle est la rencontre, je sais que tu as dû en avoir beaucoup, mais la rencontre qui t'a le plus marqué, ou celle qui vient comme ça, d'un seul coup, d'un seul. Il y en a tellement, que ce soit les invités japonais ou des personnalités de l'animation française que j'ai rencontrées qui sont devenus des amis. Je pense immédiatement à 2 réalisateurs de dessins animés en France que j'aime beaucoup et que je salue ici. Que ce soit Stéphane Berry qui a lancé les Totally Spies, Martin Mystère, etc. chez Marathon, que ce soit Philippe Vidal chez Ellipse Anime, qui a travaillé sur Garfield, sur Léonard Génie, et surtout sur Laureline et Valérian, qui est une des rares adaptations modernes entre le Japon et la France autour d'une BD Laureline et Valérian que j'aime beaucoup. Je peux penser aussi à Monsieur Shinji Aramaki, qui s'est fait connaître ou reconnaître en France il n'y a pas très longtemps pour son film en 3D de Harlock, donc Albator, mais qui a aussi marqué ma vie par ses débuts de mecha designer dans le monde du jouet, avec Transformers, Mospeada, Bubblegum Crisis. Jace et les Conquérants de la Lumière, mine de rien, c'était lui aussi. Il a travaillé sur quelques véhicules de Jace, donc, mais aussi des véhicules de masques.
Et il a travaillé sur le dessin animé avec notamment son premier film, ça a été Appleseed. On en pense qu'on en veut, mais ça reste un réalisateur très, très sympathique et avec qui j'ai sympathisé, qui a l'avantage de parler anglais, ce qui est très pratique pour moi. Voilà, ça fait partie des choses que je pourrais dire, mais je pourrais en citer des dizaines d'autres. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que cette passion que j'ai pour l'animation, cette volonté de défendre cette production n'a pas échappé à ceux qui font cette production, et ils ont compris que j'étais autre chose qu'un consommateur de base qui va au cinéma ou qui achète des vidéos. Et je vais pas parler d'âme sœur, mais ils ont compris qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un qui les comprenait, qui les appréciait, et à leur juste valeur. Et je pense rien de plus gratifiant pour quelqu'un qui produit quelque chose comme de l'animation, parce que c'est difficile d'être en face de quelqu'un qui non seulement a compris éventuellement un message, mais surtout compris le labeur en question, compris le travail qu'il y a derrière, compris l'œuvre, et qui l'apprécie à sa juste valeur. Voilà. Et donc moi je me sens très honoré de connaître ces gens-là, mais vraiment de les connaître bien, pas uniquement en tant que réalisateur, mais en tant qu'ami. Voilà. Alors en tout cas, pour te connaître toi, peut-être un peu plus, et puis toute cette époque-là. Donc il ne reste plus qu'une chose, se procurer Big Bang Anime, donc chez Omake Book. Omake Books, tout à fait. Co-signé avec Gersan Bolut, qu'on salue au passage. On le salue. Et je te remercie très chaleureusement pour ce petit entretien. Merci Alex. Cette nouvelle mouture d'Anime News dans ce numéro 188 est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos critiques sur notre site internet generikids.fr, sur nos pages Facebook Anime News et Anime Story. N'hésitez pas non plus à visiter le très beau site internet de notre partenaire SunUp TV, sun-up.fr. SunUp rediffuse également les replays d'Anime News. Et SunUp, c'est aussi un large panel d'interviews. Merci à eux en tout cas pour cette collaboration. Le second rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids, c'est avec Anime Story. Chaque semaine, je vous fais redécouvrir une série que vous avez aimée. Rendez-vous le mercredi soir à 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h, alors ne le manquez pas. Merci à Generic Kids et à SunUp. Merci également à l'équipe de la Japan Touch et à Yvan West-Laurence pour leur disponibilité. Je vous souhaite une agréable semaine sur Generic Kids. Les programmes continuent, restez branchés, vous y êtes bien alors, restez-y.